Bonjour, je fais une petite vidéo aujourd'hui sur l'avancée du Comilis 2.0. Alors, comme ça, si on en fait une tous les 2-3 mois, ça permet de voir le déroulement petit à petit de la machine. Donc, information de la semaine dernière, l'Union européenne a annulé, ou du moins a affiché la prise de sanctions contre Malte et puis Chypre pour les passeports de complaisance qu'ils vendent. Donc je ne sais pas si vous savez, mais il est possible d'acheter des passeports pour quelques centaines de milliers d'euros, donc des passeports européens, maltais et puis chypriotes, ce qui permet après de se domicilier fiscalement dans des pays qui ne sont pas communistes, pas encore totalement communistes ni socialistes. Donc il y a une cinquantaine de pays dans le monde. Donc on apprend dans l'article du New York Times qu'il y a 100 000, voilà, Global Witness, 100 000 personnes dans le monde qui avaient utilisé des passeports, avaient acheté des passeports en fait, pour obtenir un deuxième ou un troisième passeport. Donc dans cet article, on apprend que Malte a récolté, je ne sais plus, 6 ou 8 milliards, un truc comme ça, 7 milliards d'euros. Ils ont vendu 4000 passeports et ils ont 7 milliards d'euros d'investissement, ils ont récolté grâce au système. En fait, je suis pas en train de... C'est pas Malte, je suis en train de parler de Chypre. Et ensuite, pour Malte, ils ont vendu 2000 passeports pour un montant de 700 millions d'euros récoltés. La vente de passeports, ça se fait que à des arnaqueurs, des gens qui ont des problèmes juridiques, des Asiatiques milliardaires ou des Russes et des machins qui fuient, qui sont des gens vraiment... le mal incarné qu'achète le second passeport. Alors qu'en réalité, il doit y avoir un paquet de chefs d'entreprise et de gens qui gagnent du blé, qui ont pas envie de se faire essorer la tête. Donc on a toute la rhétorique dans cet article, je vais vous la passer sous silence que ça sert à rien. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça y est, l'Europe et le communisme, ça commence à toucher à la solution des passeports. Donc je voudrais quand même vous rappeler quelque chose, parce qu'il y a pas mal d'arnaques sur le net, on vous fait des promesses dans les formations et ces promesses ne sont pas tenables. Donc on vous vend par exemple la possibilité de masquer, d'exporter une partie de votre patrimoine via des sociétés offshore. Et donc on vous donne accès à des avocats et après ça on vous dit que vous allez pouvoir concrétiser. Alors rien n'est plus faux, tout simplement parce qu'il y a énormément de gens qui créent des sociétés mais qui ne peuvent pas y plugger des comptes bancaires, tout simplement parce que les banques servent de flics pour FATCA et CRS. Et que si elles voient que en fait, vous habitez le gros de l'année en France et que vous êtes en train de chercher à truander la France, elles vont se retrouver légalement responsables de vos conneries. Et donc elles vont dire niette. Donc en fait, vous allez vous retrouver avec une société. Vous aurez payé un avocat pour constituer une société. Donc il y aura des coûts de constitution de société. Et ensuite, vous n'aurez pas de compte bancaire pour l'exploiter. Et ça, vous aurez perdu du temps et ça servira absolument à rien. Aujourd'hui, il n'est pas possible de masquer son patrimoine. Encore une fois, 70 000 banques sont liées à CRS et FATCA, qui sont les systèmes d'information et de déclaration automatique. Et donc la territorialité de votre présence, de votre vie courante, impacte directement les envois d'informations. Et donc la plupart des gens qui veulent faire ça sont encore résident en Europe, dans les zones communistes, pré-communistes, et donc du coup votre territorialité vous empêche et vous bloque de profiter de ça. Donc si vous voulez vraiment truander comme les élites utilisent le système des fondations, ce qui est le dernier système à mon avis qui est encore possible, mais pour tout le reste, société offshore, blablabla, ou immigration fictive, ça marche de moins en moins. On le voit avec Malte et Chypre, ça marche plus du tout. Donc les gens qui ont pris la décision avant que ça se referme continuent à profiter des passeports chypriotes et maltais, mais pour les nouveaux c'est plus possible. Alors ça manque pas de piquant parce que la France vend également des passeports à 10 millions d'euros, donc c'est 15 fois plus cher. Donc ça me fait marrer parce qu'en fait ils sont en train juste de déglinguer la concurrence qui est trop compétitif par rapport aux offres, parce que derrière l'Allemagne, l'Angleterre, la France, le machin, l'Italie, eux, ils vendent tous des passeports. Dans tous les pays, vous pouvez accéder, si vous avez assez de cash, vous pouvez vous acheter un passeport français. Donc j'imagine quand on est chinois ou je sais pas quoi, ça doit peut-être être intéressant. Toujours est-il que c'est plus cher. Donc les offres moins chères vont être à mon avis dégommées une à une et on assiste au début du mouvement. Donc autre chose... on vous vend sur internet, et méfiez-vous, des solutions par exemple pour le Panama, je sais pas quel est l'abruti youtubeur qui vend ça, parce que j'en ai dans la boîte email très régulièrement. Donc il doit y avoir un con qui a rien compris ou qui est en train de raconter des salades dans une formation qui dit qu'on peut aller au Panama, c'est super facile et vas-y on peut enculer la France comme ça quoi, les deux doigts dans le nez.
Alors, il faut comprendre une chose, c'est que oui, au Panama, il y a un système de friendly nation, donc des pays amis. Il y en a 50 et la France en fait partie. Et on peut accéder à une résidence au Panama avec 5 000 $ sur un compte. Et puis, il y a quoi? Il y a 3 000 $ de frais d'avocat et de taxes à la con. Et on peut avoir une résidence. Donc, il ne faut pas confondre cette résidence avec une résidence fiscale. Donc là, on est en train de parler d'une résidence d'immigration avec une résidence fiscale et avec un passeport panaméen. Parce que ça, c'est trois choses qui n'ont absolument rien à voir. Donc la résidence fiscale, on peut l'obtenir via un tax clearance, un certificat, en fait, comme quoi on paye bien ses taxes au Panama. Et donc ce papier, qui coûte 500 $ auprès d'un avocat, il va passer devant une commission qui va examiner, en fait, si vous résidez bien au Panama. Alors, résider dans un pays, contrairement à ce qui est expliqué dans les formations, sur les cheap formations sur Internet, ce n'est pas un nombre de jours par an passé dans un pays en vivant dans un studio, un hôtel avec 2 valises. Résider, ça consiste à avoir une voiture, acheter des choses, vivre, aller chez le médecin, dépenser et avoir un établissement permanent. Alors, si vous avez des enfants, avoir des frais de scolarité, etc., etc., une assurance. Et vos dépenses personnelles sont auscultées pour avoir le tax clearance, le bout de papier qui va dire à Bercy, à la France, fuck, ce mec est panaméen et non pas français fiscalement. Il y a un contrôle qui est bien plus élaboré que ce qu'on vous raconte dans les formations, donc c'est pas la peine d'espérer d'enculer la France fiscalement en étant au Panama 183 jours dans l'année, c'est plus complexe que ça. Et alors pour obtenir le passeport, c'est encore plus complexe, c'est-à-dire qu'on va vraiment examiner que vous ayez une connexion avec Panama, enfin que vous soyez installé très concrètement pour vivre à Panama, avec des voitures, des machins, des trucs, encore une fois, et à partir de là, on va considérer la possibilité de vous donner un passeport Panama. Mais on ne va pas vous le distribuer comme à Malte, moyennant 50 présences dans le pays en nombre de jours, 5 fois 183 jours, plus quelques dépenses par-ci par-là, alors que derrière, les gens verront que vous êtes barré et que vous avez par ailleurs un patrimoine, je sais pas, immobilier ou autre, et une business dans un autre pays, puis qu'en fait, vous êtes juste là en train d'essayer d'enculer tout le monde. Donc ça passe pas les contrôles qui sont mis en place. Donc Panama n'est pas si accessible que on vous raconte dans les formations. C'est pas la peine de construire des schémas. Encore une fois, tout le monde offshore des passeports, de l'immigration et de la fiscalité, c'est fini avec FATCA, CRS. Il y a des contrôles de fous. Le moindre virement de 100 000 $ déclenche des contrôles dans toutes les banques. Tout le monde panique en se demandant si vous n'êtes pas en train de manipuler de l'argent de la drogue. Donc arrêtons de rêver, parce que non seulement avant on pouvait acheter des passeports effectivement, maintenant on peut même plus petit à petit, et donc tout le système communiste 2.0 est en train de se mettre en place et en train de fermer les portes une à une. Donc nous sommes dans un nouveau monde en fait où la territorialité c'est le critère numéro 1, c'est-à-dire où est-ce que vous résidez, ça va déterminer tout. Donc en tant que propriétaire dernier recours, c'est ça que vont établir toutes les banques et les États. Où est-ce que vous résidez en tant que propriétaire de dernier recours, et les lois locales s'appliqueront à vous, donc on vous demande clairement de choisir, et beaucoup de gens ne veulent pas choisir aujourd'hui, et moi je suis en train de vous dire qu'il est temps de choisir maintenant, parce que demain il est probable que l'Europe ferme ses frontières au niveau des exports de capitaux, ferme ses frontières peut-être en termes d'immigration ou mette des conditions spéciales, et puis surtout on ne sait pas combien de temps on va pouvoir quitter la France. On va vers un communisme 2.0. Alors, il y a des gens qui disent t'exagères, machin, communiste, non mais ça va pas, c'est encore l'Europe, et voilà. Je vous rappelle juste que la France a mis un couvre-feu sur un virus dont des dizaines de milliers de médecins aux États-Unis enfin se sont élevés pour dire que c'était un pipeau, que c'était une simple grippe. Donc la France est en train d'utiliser ça pour vous filer un couvre-feu à 20 h chaque soir dans 40 départements. Donc on a un État brutal qui prélève 66 à 70% d'impôts sur votre valeur et qui est en train de vous dire quand est-ce que vous sortez ou quand est-ce que vous sortez pas, parce que c'est de ça qu'il s'agit, quand on est en train de contrôler vos sorties dans la rue à partir de 20 h le soir, sur un pipeau. Donc alors là, vous n'allez pas me dire que c'est la France, pays des libertés, parce que là, on est en train de rentrer dans un système communiste. Mais ça va bien plus loin que ça. Je vais vous montrer quelque chose, parce qu'il faut quand même, à un moment ou à un autre, avoir conscience de ce qui se passe. Donc en Angleterre, actuellement, ils sont en train de s'étriper la gueule au Parlement pour passer une loi. Cette loi permettrait à des agents undercover, donc des agents, non identifiables directement, qui pourraient commettre des meurtres, de la torture et des violences sexuelles sur le peuple anglais. Et donc ils sont en train de débattre du vote de cette loi.
Alors moi je vous pose la question, l'Angleterre, voilà, c'est comme la France, d'ailleurs l'Angleterre est plus développée que la France en termes de PIB, donc l'un des 10 top pays mondiaux, l'ancien leader mondial du monde il y a quelques siècles, ou il y a 2 siècles, voilà le genre de loi qui sont en train de passer en loose day. Donc à votre avis, moi je vous pose la question, quel est l'intérêt d'un pays de débattre au Parlement de passer une loi pareille? Moi, à part penser qu'ils vont renforcer, augmenter le contrôle et la dictature de manière à ce que les gens ne puissent plus descendre dans la rue et qu'il y ait un affrontement État-force de l'ordre contre le peuple, et que donc ils savent déjà qu'on va vers un affrontement et une guerre civile, quoi. Je vois pas pourquoi on en arrive à des lois pareilles. Donc au Canada, il y a des camps d'internement qui sont en train d'être discutés par rapport au Covid. Encore une fois, une petite grippe. En Australie, ça fait n'importe quoi. Le monde anglo-saxon est en train de dériver. Et alors, si Trump ne gagne pas les élections, avec Biden qui est à peine sénile, ils ont déjà passé une loi aux États-Unis pour dire que si on prouvait que le président était débile, ce qui est le cas de Biden, et ben on pourrait le destituer sans le bordel avec souvenez-vous avec Bill Clinton, succès s'est pas trompé là, donc souvenez-vous du bordel, donc avec la fameuse Monica Lewinsky, voilà. Donc là c'était compliqué de foutre en l'air les présidents, l'impeachment, voilà, ils sont en train de chercher le terme, donc là c'est compliqué, donc ils sont en train de passer une loi pour dégager le président s'il est débile, quoi. Donc ils sont en train de proposer un débile en vote. Donc clairement, le monde anglo-saxon est en train de subir un espèce de coup d'État général. En Europe, c'est la même histoire. Donc moi, ce que je vous recommande de faire, c'est de fuir quand il est possible de fuir l'Europe. Donc avant, je recommandais ça dans le cadre de la crise du siècle. Je vous recommande d'exporter votre patrimoine pendant qu'il était encore possible parce que l'euro... et pour moi va être reseté. Alors il n'y a pas de reset, t'as été trompé. Mec, je me suis trompé, j'ai dit que ça aurait lieu entre 2018 et 2022, donc je ne savais pas quand. Excuse-moi, il reste encore 2 ans. Et donc, vu ce qui se passe sur la Banque centrale aujourd'hui, je vais faire une vidéo là-dessus, mais quand vous commencez à regarder le niveau de masse monétaire par rapport au PIB, on est clairement face... Je ne parle même pas des dettes, je ne parle même pas du débat des dettes, je suis juste en train de parler de l'émission de monnaie. Donc il va se passer quelque chose sur la monnaie, c'est inévitable. La situation européenne est complètement ingérable. Donc certes, il y a eu une émission de dette Covid au nom de l'ensemble des pays européens par la Banque centrale pour faire face au marché obligataire, mais le marché obligataire européen n'existe plus. Donc les États ne peuvent plus emprunter auprès des investisseurs internationaux. Obligatoirement, il va y avoir un problème d'euro sur la table dans les 2 ans. Donc là, on est occupé cette année avec le Covid. J'avoue, j'ai pas vu arriver le Covid. Je savais qu'il y avait une crise en 2020, mais je pensais que ce serait économique. Je suis complètement planté. Ok, je me suis planté. N'empêche qu'il y a une crise et n'empêche que la situation est 50 fois plus pire qu'il y a 2 ans, en 2018. Donc oui, l'euro n'a pas encore été dévalué parce qu'en fait, on n'a pas du tout de problème économique à résoudre. On a un problème politique, fiscal, de dette qui n'est pas créé par un crash économique ou un déclencheur, un trigger économique. Il est créé par un truc qui sort de nulle part, qui est une petite grippe, voilà, qui fait chier la couille. Donc on est toujours dans la partie et on va vers un reset obligatoirement de la monnaie, des conditions, je ne sais pas comment, mais pour info, donc le tourisme, parce qu'il y a des gens qui ne le savent pas, mais le tourisme, c'est un secteur qui représente 10% de l'économie mondiale et l'Europe est extrêmement touristique puisque l'Espagne est la première destination au monde touristique, la France est numéro 2, l'Italie fait énormément de tourisme également, je ne parle même pas de la Grèce, et que donc tous ces pays qui vivent du tourisme en partie, alors l'Espagne c'est être le pire de tous puisque la part du tourisme était très importante dans l'économie nationale, donc il y a 10% du PIB qui a sauté directement et avec les conséquences que ça va. Donc il y a un autre problème, c'est que on a désorganisé toute la chaîne agroalimentaire et que donc je vous parie qu'à raison 5 ans, il va y avoir une inflation sur les prix agroalimentaires, donc sur les prix de l'alimentation qui va bien venir se télescoper avec le contrôle des déplacements et du Covid et du communisme. Donc on va avoir un effet ciseau qui va être vraiment sympa. Et par-dessus ça, il y a le problème, parce que le Covid en fait il a été créé pour couvrir le problème des devises, des dettes, des monnaies et puis de la situation catastrophique du marché obligataire japonais, européen, chinois. Donc on va vers
je sais pas quoi, j'en ai aucune idée de ce reset, à quoi il va ressembler à vrai dire. La seule chose que je sais, c'est que le dollar, il va pas faire reset comme l'euro, ça j'en suis persuadé, ça fait pas l'ombre d'un doute, tout simplement parce que le dollar, il y a des gens qui mesurent pas bien la situation mondiale. Donc je vais juste vous donner un petit chiffre. Le seul pays au monde qui a un marché obligataire qui fonctionne à peu près bancalement, mais à peu près, c'est le marché du dollar. Donc c'est le seul marché obligataire au monde où il est possible d'emprunter de l'argent. C'est-à-dire que des pays étrangers peuvent emprunter des dollars sur le marché international. Donc une émission de dette en dollars, c'est pas permis dans les autres devises. Et donc le dollar n'est pas qu'une devise de réserve, le dollar est une devise pour emprunter de l'argent. Et donc, on ne peut pas faire un reset américain sans foutre en l'air le monde entier, en fait. Donc, en plus d'être une devise de réserve dans les banques centrales, dont la part du dollar a augmenté par rapport à l'euro, parce que l'euro, tout le monde sait que c'est foireux, mais en plus de servir de devise de transaction mondiale pour tout ce qui est matières premières, etc., avec les chambres de compensation, la Banque internationale des placements, le système SWIFT, etc. Donc, en plus de ça, le dollar est une devise obligataire dans laquelle c'est la seule possibilité sur Terre pour les pays d'accéder à des capitaux étrangers à leur monnaie locale. Et donc penser 2 secondes que le dollar c'est comme l'euro et que ça va valser de la même manière, ça n'a rien à voir. Si l'euro valse, ça va toucher l'euro et tout le monde s'en branlera. Parce que je le répète, l'Europe fait 15% de l'économie mondiale. Alors que si on touche au dollar, c'est l'intégralité de la planète qui saute. Et donc, il y a un moment, il faut être concret et réaliste. La probabilité que le dollar saute à horizon 5 ans, qu'il y ait un reset du dollar, elle est faible. La probabilité que l'euro saute à horizon 2 ans est extrêmement forte. Alors, ils sont en train de parler d'une crypto-euro. Voilà, Lagarde à la BCE est en train de parler. Je ne sais pas si ça va être une crypto. Je ne sais pas comment ils vont vous baiser la gueule. Je sais pas. Ils sont obligés de faire un défaut de paiement. Mais l'Europe ne peut pas faire un défaut de paiement avec les conséquences que ça va avoir. Donc, ils sont obligés de maquiller. Donc l'Italie a fait du défaut de paiement partiel, donc on dit bon bah voilà, les dettes que j'avais 5 ans, maintenant on les transforme, je les ai à 20 ans. Donc peut-être qu'ils vont faire un défaut de dette en transformer des dettes à l'infini. C'est-à-dire bon bah j'ai des dettes à 20 ans, je vous les paye pas, je vous paye les intérêts et puis on fait du rollover pendant 50 ans ou 100 ans. On ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas si être l'Europe, on va changer carrément de devise. Ce qu'on sait, c'est que l'Europe est catastrophique au niveau économique, n'a rien à voir avec les États-Unis. Je vais faire une autre vidéo dans laquelle je vais comparer la masse monétaire au PIB post-Covid et vous allez voir les écarts et la dangerosité de l'euro par rapport au dollar à horizon 2, 3, 5 ans. Donc la crise du siècle a exporté son patrimoine et puis en plus l'Europe est en train de passer ce genre de loi là que vous avez sous vos yeux, donc des lois qui autorisent la torture, la violence sexuelle sur le peuple, hein. Donc un flic là comme ça dans la rue, en fait il peut attraper votre femme devant vous, il a baisé vous et puis attraper votre môme, tiens vas-y le môme de 5 ans tu vas me sucer et vous pourrez rien dire et lui aura une loi qui couvrira ses agissements, une loi prévu par l'État et qui dira non ça c'est légal. L'Europe va devenir ça, c'est en cours de vote là, ça commence par l'Angleterre et puis ça va probablement s'étendre. Donc s'expatrier son capital c'est le minimum, donc je maintiens la recommandation et après s'expatrier soi physiquement, bah, pour moi c'est une évidence. Donc je sais que s'expatrier, quitter sa famille, ses amis c'est compliqué, voilà, ça a un coût, mais on peut pas faire ça comme avant en loose day en fonction d'un pays qu'on aime. Puisque tout simplement la territorialité, encore une fois, a trop d'impact. Donc il faut vraiment réfléchir à un deal d'expatriation avec des critères. D'abord c'est durable, on ne fait plus l'expatriation comme ça pour s'amuser, pour découvrir le monde. Maintenant on fait de l'expatriation pour se sécuriser, pour se protéger du bordel européen en tant que Français. Donc il y a des critères pour comprendre l'intérêt d'un pays, mais c'est pas les critères genre je me sens bien ou c'est cool machin, les premiers trucs qu'on voit en vacances. Les critères qu'on voit quand on découvre des pays en vacances n'ont rien à voir avec les critères des pays dans lesquels on réside à long terme sur 5 ou 10 ans. Donc il faut aussi comprendre pourquoi les expatriations échouent. La moitié des expatriés rentrent en France la queue basse en ayant échoué dans leur expérience. Il y a aussi un autre truc, c'est que il y a, comment dire, s'adapter à une vie internationale exige de bâtir, de reconstruire la vie qu'on avait en France. Et les gens ne le font pas, prennent ça à la légère et se réveillent et sont amers et finalement finissent par regretter d'avoir quitté la France. Évidemment, puisqu'ils s'y prennent comme des manches à balai et qu'ils ne réfléchissent pas sur les questions essentielles. Et puis sur est-ce qu'il y a des bons restaurants et des musées, des machins. Alors ça devient comme critère numéro 1 alors qu'on va 2 fois dans l'année dans un musée. Enfin, je veux dire,
les projets, enfin, j'ai reçu des milliers et des milliers et des milliers de témoignages suite à mes blogs du Costa Rica d'il y a 10 ans, et où j'étais très visible parce que Costa Rica qui était à la mode. Mais quand on voit les projets bâtis par les gens, les projets d'expatriation et les critères qui sont en place, c'est évident que ça ne peut qu'échouer. Il y a pas à la fin, ça ne peut générer que du malheur et un mal-être de vivre et avoir une envie de se barrer. Donc, au-delà de ça, je passe sous silence le fait que les Français comprennent rien à la monnaie de manière générale et alors sont à fond dans l'immobilier. Et donc, à l'international, du fait du jeu des monnaies, c'est le carnage absolu. Des gens, comme l'immobilier en fait est évalué en monnaie locale et en monnaie brute d'inflation, les gens sont complètement coupés de la parité de pouvoir d'achat mondial et n'ont absolument aucune notion de la valeur globale à l'échelle mondiale et de la valeur de l'euro, etc. Les comparaisons par rapport à leur pays d'origine et leur pays d'expatriation. Et en fait, ils montent des opérations, mais qui leur coûtent. Mais par moment, ils perdent 50, 100 000 sur une maison à 250 000 du fait des problèmes d'inflation, d'évaluation monétaire, etc. et du marché immobilier. Et tout en ayant des prix faciaux qui augmentent, et puis quand ils revendent, en fait, ils ne peuvent plus changer de pays parce qu'ils n'ont plus aucun pouvoir d'achat, ils ne comprennent rien. Donc on ne peut pas s'expatrier sans se former à ce problème de monnaie, d'immobilier et d'inflation, parce que c'est un jeu mondial, il faut le comprendre, c'est obligé. Donc il y a aussi un problème de ressources économiques, donc ils montent des schémas. Mais les schémas, mais vous n'avez même pas idée des idées foireuses qu'il y a dans la tête de milliers de Français pour gagner de l'argent international. Il y a un moment, il faut comprendre comment on s'en sort dans l'économie mondiale du fait justement des différences de pays, etc. Et puis tout simplement, il y a des pays dans lesquels on va se sentir bien pour vivre, qu'on aime bien, qui ne vont pas permettre de construire une expatriation à moyen long terme, donc d'offrir une territorialité dont on a besoin pour se protéger du communisme mondial qui est en train d'augmenter. Il y a des pays qui sont bien, qui sont vivables, qui sont même agréables, séduisants sur le papier, mais qui ne peuvent pas servir de plateforme pour monter une vie. Pour X raisons, pour des revenus, pour l'immobilier, pour voilà. Et donc, au-delà de ça, il y a donc un communisme rampant mondial qui est en train d'instaurer une dictature en fait, qui régit les mouvements de capitaux. Il y a des incertitudes sur la devise. La devise, c'est ce qui nous permet quand même de stocker la valeur de notre pouvoir d'achat, pour dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. Donc tout ça, en fait, comment on l'assemble et comment faire son argent dans ce bordel. Donc comment investir, comment faire son argent. Ça devient sérieux l'expatriation. C'est beaucoup plus complexe qu'on ne le pense. Et donc les gens qui me contactent, ils disent non mais je voudrais savoir comment on déplace mes meubles est-ce que je dois les mettre dans un garde-meuble, tout ça. Et à côté de ça, les mecs ils ont rien construit, ils ont pas réfléchi aux ressources. Ah bah non, je vais monter une chambre de bonne ou machin, je vais recevoir les touristes du monde qui vont venir vers moi, il y a des sites superbes et tout ça. Mais voilà, ou alors je vais monter un resto et je vais cuisiner et tout ça. Mais ça n'a pas de sens tout ça, ça n'a pas de sens. Je vais faire un investissement immobilier et puis je vais faire un Airbnb. Mais non, mais ça marche pas. C'est impossible de survivre avec des conneries de ce genre. Donc il faut se professionnaliser dans un projet d'expatriation. Sinon, ça coûte une fortune en plus. Le moindre billet d'avion. Mais combien je suis sûr qu'il y a au moins des centaines de milliers de Français qui sont coincés aux quatre coins du monde, qui n'ont même pas une thune pour acheter un billet d'avion pour rentrer au pays. J'en ai vu toute ma vie, toutes mes 10 ans de Costa Rica, j'ai vu que ça. Des gens qui n'avaient même pas assez de thunes pour rentrer en France. Donc, et à un moment, c'est pas que la fuite de l'Europe et puis se protéger, c'est également pouvoir fonctionner et puis pouvoir avancer, pouvoir construire sa vie. Et aussi, il y a un autre truc, c'est que se sécuriser. Alors, j'ai un souci, c'est que je suis pas un peu heureux de nature. Je refoulais aussi quelques peurs. C'est-à-dire, je sous-estimais la fonction de la peur. Donc, je suis parti dans le décor plusieurs fois dans ma vie parce que j'avais pas de garde-fou assez important, mais du manière générale, je suis pas un peu heureux parce que la manière dont je fonctionne psychologiquement, alors la confiance, les machins, j'ai une force à l'intérieur qui fait que en fait, le monde, soit on le subit, soit on a peur, soit on le domine, et que pour l'instant, j'ai réussi à dominer à peu près ma vie comme je l'entendais. Donc du coup, je suis plutôt mauvais pour réfléchir au sentiment de sécurité. Donc j'ai fait un sondage et en fait j'ai récupéré plein de questions et donc j'ai fait un module dédié à comment se sentir sécurisé. Donc j'ai analysé les peurs des gens qui avaient déjà des projets d'expatriation et tout ce qui faisait le plus peur dans l'expatriation. Et au lieu de faire une vidéo ou une formation, vous savez, qui gratte bien au sens du poil pour en vendre plein, pour que les gens ils aient exactement ce qu'ils ont envie alors que ça leur servait à rien et que tout ce qui est passé sous silence dont ils n'ont pas envie de réfléchir, on leur dit pas pour pas les indisposer et puis éventuellement bloquer l'acte d'achat. J'ai fait l'envers en fait, j'ai gratté tout ce qui
puait en fait dans l'expatriation, tout ce qui foutait les boules, tout ce qui était la merde, et j'en ai fait un module d'1 heure où on réfléchit aux solutions avec. Voilà, donc l'expatriation et la fuite du communisme, ça devient quelque chose de vraiment très sérieux, de très complexe. Et pour ça, en fait, je voudrais finir, en fait, je reçois des gens qui, évidemment, avec le Covid qui a instauré le nouveau couvre-feu en France dans, je sais plus, 40 départements après 8 heures le soir, donc 20 ou 21 heures, je sais plus, les gens se disent, mais en fait, ça n'a pas de sens. Donc, où est-ce que... Là, tout d'un coup, ils se disent, merde, c'est agressif le système, en plus, ils me font chier avec les impôts, donc grosso modo, merde, qu'est-ce que je dois faire? Il va peut-être falloir que je fuis. Donc ça, il y a pas mal de gens, là, en 2020, qui se sont réveillés, ils se sont dit, merde, il va peut-être falloir que ça commence, il va peut-être falloir que je réfléchisse à la possibilité de fuir éventuellement si ça part trop en couille. Et en fait, c'est un piège de la pensée parce qu'ils se disent, je vais reporter à plus tard. Donc moi, je vous montre l'objet de cette vidéo qui est l'annonce que Malte et puis Chypre ne peuvent plus émettre des passeports de complaisance. Le souci, c'est que si vous vous dites, je vais m'expatrier quand ça ira plus mal, ça revient en fait à dire, je vais attendre que ce soit la vraie merde pour me barrer. Or, quand ce sera la vraie merde, s'il y a un truc qui est sûr, c'est que vous ne pourrez pas vous barrer. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que soit vous barrez maintenant, vous faites un acte de foi, parce que vous faites un pari sur le futur, comme tout pari sur le futur, c'est incertain. Mais moi, je vous garantis que la vie est plus verte ailleurs qu'en France. Donc, si vous construisez, évidemment, si vous ne construisez pas un projet d'expatriation digne de ce nom, ça vous pètera la gueule. Mais si vous construisez un vrai projet d'expatriation, voilà, qui couvre vos besoins, mais la vie, c'est pas que de l'argent et des taxes, quoi, ou de la possibilité de sortir au resto après 20 h le soir. La vie, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc, si vous concevez une vraie vie internationale, ça vous donnera, mais ça vous satisfera au-delà de tout, et vous redécouvrirez des choses qu'on vous a bloquées en France, voilà. Donc, il y a beaucoup de probabilités que si vous y prenez bien pour que ça débouche sur du meilleur. Mais il faut le construire maintenant. C'est-à-dire qu'il faut choisir un pays qui vous offre cette territorialité pour vous protéger, mais c'est surtout, il y a une question de timing. Il faut y aller maintenant que c'est encore possible. Donc si vous amusez à expatrier votre portefeuille, votre patrimoine financier, vous allez déjà découvrir que c'est compliqué. Mais alors, demain, ça sera compliqué tout court de s'expatrier en tant que personne physique. Alors qu'aujourd'hui, ça ne l'est pas encore. Donc moi, je vous recommande de construire maintenant un projet d'expatriation. Maintenant, vous savez que ça ne va pas dans le bon sens, là, avec cette histoire de Covid, ça va dans le mauvais sens. Si vous regardez 15 ans en arrière, si vous regardez 20 ans en arrière, la vie en France ne s'est jamais améliorée depuis 20 ans. Elle n'a fait qu'empirer, avec des restrictions, de plus en plus d'impôts, de plus en plus de restrictions, de plus en plus de règlements sur la route, partout, des règles, des machins, des trucs. Et en fait, ça devient un enfer à la fin. Bref, si c'est une réflexion que vous êtes en train de mener suite à ce nouveau bouclage et puis ces annonces comme ça de Chypre et de Malte et de toutes les mesures, la loi anglaise, ce qui se passe en Australie, ce qui se passe au Canada, toutes ces mesures comme ça qui sont plus qu'inquiétantes. Moi j'appelle ça une dérive, on appelle ça une dictature en fait, on est en début d'une dictature petit à petit. Donc tout ça, si ça vous inquiète et que vous avez les moyens de partir, et surtout que vous êtes prêt à concevoir un vrai projet, je vous propose en fait sur les 3S un coupon de moins de 25% pour réduire le prix d'achat, est valable un mois à la date de publication de la vidéo. Donc le coupon c'est fuir en 2021 pour obtenir moins 25% sur le prix de vente. Donc sur ce, je vous dis à bientôt.